Bonjour et merci d'être avec nous ce matin pour cette conversation, cette heure d'échange qui promet d'être passionnante et qui a pour ambition de dessiner les contours du futur du shopping. Alors vous allez me dire que les derniers mois nous ont bien appris une chose, c'est qu'il est absolument impossible de prévoir le futur, mais à l'impossible, nul n'est tenu, paraît-il. Nous avons donc demandé à Adrien Boyer, bonjour. Bonjour Charlotte. Qui est directeur général de Pinterest pour la France et pour l'Europe du Sud, de réfléchir à cette question et de confronter son point de vue avec Laurent Toumine, qui est directeur exécutif du retail pour le groupe Accenture, qui nous rejoindra dans un instant. On leur a demandé de réfléchir au bouleversement que le monde du commerce et du e-commerce ont connu depuis le début de la pandémie ou de la décennie et à ce qu'il en restera. Et on leur a demandé bien sûr de confronter leur point de vue sur le parcours client, l'expérience client qui sont les nerfs de la guerre pour les retailers comme pour les e-commerçants. Donc Adrien, qui a dirigé Pinterest depuis 4 ans et demi après être passé par Facebook, par LVMH ou encore McKinsey, réfléchira à voix haute avec Laurent Toumine qui lui dirige les secteurs de la mode, du luxe et de la grande consommation pour le groupe Accenture en Europe. Il sera bien sûr question de la place que la RSE a pris dans la société et pour les sociétés et du rôle que la finance aura à jouer pour le développement de ce sujet. Il sera aussi question des répercussions qui sont déjà identifiables sur les comportements d'achat des Français. Enfin, la place de l'inspiration, qui est le territoire de prédilection de Pinterest, sera bien sûr au cœur de l'échange, puisqu'il s'agit de savoir comment est-ce que les marques peuvent aujourd'hui se saisir de cette opportunité. Avant de parler de futur, peut-être qu'il est temps quand même de faire un petit focus sur le présent. Adrien, je me tourne vers toi pour te demander d'abord comment vas-tu et surtout quelle est ta lecture de la situation actuelle et quelle incidence a-t-elle sur Pinterest ? Je vais très bien. C'est un plaisir en tout cas d'être ici en présentiel parce qu'effectivement on sort d'une période qui est quand même assez inédite de pandémie, de restrictions, alors qui a connu un essor du commerce en ligne phénoménal puisque le commerce en ligne représente plus de 13% du commerce de détail total en France. Donc effectivement, il a été facilité cet essor par notamment la fermeture des magasins et le fait que le commerce en ligne était la seule manière de se procurer des produits. Pas tout. Alors, si ça nous a permis effectivement pendant cette crise d'acheter des produits, notre conviction profonde, c'est que le commerce en ligne reste une expérience extrêmement perfectible, notamment dû au fait de la fragmentation et de la multiplication des points de contact, et également d'une très grande emphase sur la transaction et les services. Et ça, c'est une problématique à laquelle nous nous attachons sur Pinterest. Pinterest, c'est le point de départ de l'inspiration pour des projets du quotidien, des projets saisonniers ou des projets de vie. Mais c'est également là où on souhaite passer à l'action et transacter, acheter. Et donc notre aspiration pour nos plus de 478 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde et près de 20 millions de visiteurs uniques mensuels en France, c'est de pouvoir offrir une expérience de shopping inspirée, qui soit fluide et qui soit intégrée de la phase d'inspiration jusqu'à l'acte d'achat. Tu parlais des 13% aujourd'hui du commerce du détail qui sont la part du e-commerce et de l'incroyable accélération que ça représente. Je crois que c'était encore 9% l'an dernier seulement. Le chiffre que tu donnes sur votre audience, les 478 millions de personnes qui vous suivent, elle a suivi aussi cette même progression cette année ? Oui, on a connu effectivement des pics de trafic et d'engagement sur Pinterest pendant cette période. Donc notre audience a cru de 37% d'une année sur l'autre. D'accord, donc c'est assez incroyable. Très significatif. Oui, tout à fait. Et comment est-ce qu'aujourd'hui les marques peuvent se saisir, je ne sais pas, mais s'adresser à votre audience? Est-ce qu'elle a une spécificité et quelle est-elle? Oui, cette audience est une opportunité colossale pour les marques, puisque chaque année, tu as plusieurs milliards de recherches qui sont faites sur Pinterest par des utilisateurs, et ce sont des recherches ouvertes. Donc 97% ne mentionnent pas de nom de marque. Donc typiquement, quelqu'un va se rendre sur Pinterest pour rechercher des idées de salons d'inspiration scandinave ou rechercher une chemise bleue, mais n'a pas encore identifié la marque qui allait répondre à ce projet. Et donc les marques ont une opportunité sur Pinterest de toucher ces individus en phase de considération active assez tôt dans le tunnel de découverte et de les emmener en fait très rapidement de l'inspiration jusqu'à la phase d'action. On a lancé récemment des fonctionnalités shopping dont on reparlera. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que le nombre de recherches sur des produits sur Pinterest a été multiplié par 20.
et les nombres d'interactions en fait, des utilisateurs avec toutes les surfaces shopping confondues a plus que triplé sur la plateforme. D'accord. Donc cette audience a une valeur très forte pour les marques pour plusieurs raisons. D'une part, l'état d'esprit des consommateurs ou des utilisateurs, cette intention, mais intention commerciale, puisque 89% de nos utilisateurs viennent sur la plateforme en amont d'un acte d'achat. Oui. Mais également, selon une étude interne qu'on a réalisée récemment, ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs de Pinterest sont 4 fois plus à même de déclarer qu'ils font constamment du shopping sur la plateforme par rapport aux utilisateurs d'autres plateformes. On note également qu'ils ont un panier moyen de 30% supérieur sur Pinterest par rapport aux utilisateurs d'autres plateformes, Ouais. et que leur dépense moyenne, en fait, par mois, est supérieure également de 30% par rapport aux utilisateurs d'autres plateformes. C'est presque curieux. Comment est-ce que tu expliques cette particularité, cet appétit pour la consommation de votre audience? Oui, parce que Pinterest a toujours été porté vers le commerce, a toujours été essayer de répondre à cette aspiration de nos utilisateurs. Et en fait, les utilisateurs de Pinterest aiment venir et prendre le temps de la découverte. C'est vraiment le cœur de notre technologie et la réponse qu'on apporte aux besoins de ce marché. En fait, ce que l'on note, c'est que aujourd'hui, l'expérience dans le monde physique de magasin, lorsqu'on était dans un grand magasin et qu'on passe d'un rayon à l'autre, qu'on découvre des produits, qu'on découvre des marques, qu'on les compare, avant de prendre confiance de pouvoir passer à la caisse et acheter ces produits, est mal répliqué en ligne. Et c'est vraiment notre aspiration. Ouais. Grâce à une technologie qui est une combinaison en fait, de machine learning et de découverte visuelle, c'est de pouvoir répondre, si tu cherches par exemple des inspirations de salons scandinaves, à des scènes qui vont pouvoir t'inspirer. Et ensuite, au sein de ces scènes, être capable d'aller regarder des objets, de voir des variantes, de les enregistrer dans des tableaux thématiques et de manière ultime, lorsque tu seras prête, de pouvoir les acheter pour répondre à ce projet. Oui, d'accord, c'est vraiment dupliquer le lèche-vitrine, conjuguer le lèche-vitrine au digital. Oui, c'est aussi offrir une expérience de shopping qui soit inspirée, comme je le disais, mais pour soi, sans pression, où on prend le temps. On a la possibilité, grâce à cette technologie, d'avoir un nombre infini de variants sélectionnés par l'algorithme pour répondre à tes goûts, à toi. Et donc prendre le temps de la découverte et de l'évaluation avant de transacter. Notre conviction, c'est que l'expérience de shopping aujourd'hui, pour la plupart des acteurs, est très portée sur la transaction. Il y a vraiment un maillon manquant auquel nous essayons de répondre, qui est cette phase d'inspiration en ligne. Ouais, et par rapport à la fois à l'expérience et au maillon manquant, là, vous venez de rajouter, tu en as dit un mot de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. J'imagine que ça a à voir avec ce maillon manquant. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et nous expliquer peut-être pourquoi ? Oui, alors notre vision du shopping, c'est de permettre à chacun de pouvoir acheter tout produit qu'il découvre sur la plateforme ou une variation. Et donc historiquement, on a beaucoup investi en fait, dans une technologie pour permettre de créer une expérience de découverte visuelle qui soit distinctive, qui repose sur une bonne compréhension du goût de chacun et donc d'un mécanisme de distribution, d'inspiration qui peut répondre au goût de chacun. Et là, plus récemment, nous avons lancé un certain nombre de fonctionnalités effectivement shopping pour closer le loop, pour faciliter ce passage de l'inspiration à l'acte d'achat. Boucler la boucle. Voilà, boucler la boucle, exactement. Et ce qui va permettre effectivement aux marques de toucher cette audience en phase de considération active de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et de pouvoir accroître leur business. Donc typiquement, ça se matérialise comment ? Alors je vais en citer quelques-unes. On a par exemple une innovation, une fonctionnalité qui s'appelle Shopping Spotlight, qui va être en fait un espace de curation manuelle d'un ensemble d'inspirations et de produits par les plus grands experts des domaines de la mode ou de la beauté, et qui vont te permettre, par exemple, de parcourir ces suggestions, un peu comme on parcourt un magazine spécialisé, mais également d'avoir accès à la possibilité en fait, d'acheter ces produits directement. Nous voulons également te permettre de pouvoir acheter des produits plus simplement à travers tous les comportements que tu peux avoir sur la plateforme. Donc à travers la fonctionnalité recherche dans le moteur de recherche. Si on cherche effectivement une chemise bleue, et bien à ce moment-là, on devrait avoir des produits qu'on peut acheter directement. Donc on a créé un onglet dans les résultats de recherche qui permettra effectivement d'acheter directement ces produits. D'accord.
On peut également acheter aujourd'hui à partir de Lens, qui est notre caméra intégrée dans l'application. Donc, on peut se promener dans la rue aujourd'hui. Je croise quelqu'un qui a une veste qui me plaît. Je peux prendre une photo de cette veste et l'algorithme va me remonter des résultats de recherche. Et là encore, il y aura un onglet acheter qui permettra... Si tu n'as pas la veste, si tu n'as pas ma veste dans ton catalogue, qu'est-ce que tu me proposes? Alors, il y aura des variantes et on a un ensemble de faisceaux de signaux qui nous permettent de te suggérer des variantes qui devraient pouvoir répondre à tes goûts. En tout cas, nous l'espérons. Ouais. On a également lancé donc, différentes fonctionnalités pour faciliter en fait, la mise en ligne des boutiques pour les marchands. Donc on a lancé Catalogue par exemple qui permet à un commerçant d'uploader tout son flux de produits. Donc des millions de produits qui vont être transformés automatiquement en épingles produits dynamiques. Ouais. Mais est-ce que du coup c'est comme un catalogue papier digital? Est-ce qu'on peut feuilleter le catalogue des marques avec lesquelles tu travailles, par exemple? Alors ça peut être le cas si on le souhaite. Donc Carrefour, par exemple, est très intéressé effectivement de digitaliser son catalogue et cette fonctionnalité est très utile pour cela. Pour d'autres, ça peut être simplement la mise à disposition d'épingles produits qui seront distribués et qui peuvent être remontés comme résultat de recherche par le biais des recherches d'utilisateurs sur notre algorithme. Donc, on a Catalogue, on a également lancé Multifeed qui permet aux marques d'uploader plusieurs flux de produits, par exemple un par pays, et de pouvoir donc s'assurer de communiquer le bon produit au bon utilisateur, quelle que soit sa nationalité. Et finalement, on a également étendu notre partenariat avec Shopify à 27 pays, dont la France, ce qui nous permet aujourd'hui de faciliter effectivement la création de ces boutiques en ligne ou la mise à disposition de catalogues de produits pour l'ensemble des acteurs économiques en France, incluant les TPE et les PME, qui n'ont souvent pas les moyens des grandes entreprises pour pouvoir se promouvoir. Oui, j'ai vu qu'il y avait eu 14 fois plus de catalogues téléchargés entre mars 2020 et mars 2021, visiblement, en tout cas pour ce qui s'agit de cette fonctionnalité, elle a déjà été bien accueillie. Oui, ça montre que les acteurs, en fait, les créateurs de contenu et les commerçants commencent à répondre en fait, à cette attente des utilisateurs d'une expérience de shopping aspirée qui doit aller de l'inspiration jusqu'à l'acte d'achat. Et donc aujourd'hui, effectivement, l'inventaire des produits à disposition se multiplie avec le nombre de catalogues ingérés. De l'inspiration à l'action, c'est le nom de votre atelier de jeudi d'ailleurs, je crois. Tout à fait, on a un atelier jeudi à 10h qui sera en fait présenté par nos équipes et qui vous présenteront l'ensemble des fonctionnalités en détail et comment les activer dès cette semaine. Donc tout ça, c'est autant d'alternatives finalement pour promouvoir à la fois les produits et les marques sur la plateforme, on l'a bien compris, mais c'est aussi des alternatives aux annonces sponsorisées. On a beaucoup parlé de la façon dont était perçue la publicité cette année. Comment est-ce qu'elle est reçue? Comment est-ce que sont reçues ces annonces par votre audience? Oui, alors je pense qu'il faut se rappeler que Pinterest est une plateforme de brand content. C'est pas une plateforme de user-generated content, puisque plus de 75% du contenu à disposition sur la plateforme vient de créateurs de contenu professionnels. Ah, c'est énorme. Oui, et par là on entend les marques, on entend les influenceurs, les blogueurs ou les éditeurs. Et donc en fait, les marques sont indispensables pour une bonne expérience de l'utilisateur. Sans marque, on n'a pas d'expérience, on n'a pas de produit Pinterest. Parce que les marques sont vraiment des solutions à des projets, en fait, des recherches d'utilisateurs. Et donc la publicité, lorsqu'elle est bien faite, est aussi additive que le contenu organique et non intrusive. Et d'ailleurs, lorsqu'on mène des études de sensibilité, on note qu'un utilisateur sur 2 ne remarque pas une publicité sur Pinterest, puisqu'elle devrait être aussi utile en fait, qu'un contenu organique. Quelque part ce qu'il cherche. Exactement. Il y a un autre aspect qui est assez prépondérant et je pense assez unique sur la plateforme, c'est la positivité de l'expérience Pinterest. En fait, plus de 59% de nos utilisateurs disent trouver du contenu qui est positif sur la plateforme. Alors ça nous a intéressés et en fait, cette notion de positivité, elle a vraiment aussi explosé pendant cette phase de confinement qui était un petit peu restrictive et contraignante. Et les utilisateurs sont venus chercher de la positivité en masse sur Pinterest. Et en fait, à travers cette étude que nous avons menée, nous avons réalisé que lorsque les marques apparaissent dans un environnement positif comme Pinterest, à ce moment-là, il y a un impact positif à travers le funnel. Et donc, on a mesuré en fait que la notoriété, que l'association de messages, que l'intention d'achat augmentait lorsque les marques étaient présentes dans un environnement positif. C'est plutôt des bonnes nouvelles du coup. Cette année un peu particulière commence pas si mal pour vous.
Elle commence très Enfin, commence d'ailleurs au mois de juin, on peut dire qu'on est déjà à la moitié du chemin. Oui, c'est vrai. Continuons cette conversation, si vous le voulez bien, en accueillant tout de suite Laurent Toumine, dont on a parlé, qui est donc directeur exécutif du retail pour le groupe Accenture. Et quant à vous, vous pouvez vous emparer du chat qui est sur le côté de vos écrans pour poser vos questions. Les équipes de Pinterest peuvent répondre derrière la régie. Et si on a un peu de temps en plateau, on pourra également le faire à la fin de cette conversation. À tout de suite. Laurent, bonjour. Bonjour. Bonjour Adrien. Merci de nous avoir rejoints. Alors un petit mot peut-être avant qu'on commence cette conversation, puisque j'ai rapidement dit que tu étais le directeur exécutif du retail pour le groupe Accenture. Tu as eu plusieurs vies, comme nous tous bien sûr. Tu as été entrepreneur digital, tu es passé par l'Europe de l'Est, l'Amérique du Sud pour le groupe Casino. Tu as été consultant, dirigeant du groupe Célio. Et aujourd'hui, tu es donc en charge des secteurs mode, luxe et grande distribution. Et grande distribution et produits de grande consommation, mais pour un périmètre géographique un petit peu plus restreint qu'est la France et les Benelux. Voilà, comme ça on sait à peu près qui est qui, puisqu'Adrien, tout le monde connaît Adrien qui dirige Pinterest et qui nous réunit ce matin. Personne ne me connaît, mais c'est le principe. Et on est ensemble en tout cas pour parler du futur du shopping. Alors c'est forcément un petit peu compliqué d'imaginer ce à quoi il ressemblera demain. Ce qu'on s'était demandé, c'était quels sont après les bouleversements un peu sans précédent qu'ont connu le monde du commerce et du e-commerce, quels sont finalement les mouvements de fond qui devraient perdurer, qui devraient s'inscrire dans la durée. Et du coup, on avait envie, avec Adrien, d'entendre un peu ton point de vue sur cette première question. Ouais, il y a une vraie appétence en fait, de la population mondiale et des consommateurs dans leur ensemble pour les nouveaux modes de shopping. Et on le voit ces dernières semaines avec cette prolifération en fait, de nouveaux modes de livraison extrêmement rapides, en 10 minutes, en 30 minutes. Il y a beaucoup de promesses. Ouais. En la matière, mais il y a une vraie appétence. En fait, il y a 61% de la population qui dit « j'ai envie de nouveaux modes de consommation, en l'occurrence, ou d'un accès aux produits qui est différent. » D'accord. Donc, le vieux monde, ou en tout cas le monde qui consistait à disposer des produits sur des étagères, n'est pas mort, loin de là, mais des alternatives sont désormais requises. Et cette notion d'omnicanalité, de multicanalité, en fait, n'a jamais été aussi vraie. On juxtaposait jusqu'à présent le e-commerce et la distribution classique des produits. Désormais, il faut compter avec le live streaming, il faut compter avec la livraison ultra rapide, il faut compter avec également une perception, si on prend le domaine de l'alimentaire, un peu différente des parts de marché. On parle de parts d'estomac, il y a 46% de la consommation alimentaire aujourd'hui qui est faite en France. Qui est hors origine supermarché, c'est-à-dire qui est réalisé par des restaurants qui sont livrés chez vous et ou par la restauration collective. Donc voilà, des nouveaux modes de shopping qui sont demandés. Ça, c'est une part importante. La deuxième chose, et ça rejoint ce que tu venais d'évoquer, ou de ce que tu viens d'évoquer, c'est la volonté d'avoir plus d'expériences virtuelles. Donc il y a 42% de la population au niveau mondial, 35% en France, qui dit « moi, je veux de nouvelles expériences virtuelles. Je veux que vous me proposiez un voyage dans votre univers de marque qui soit un tantinet différent du voyage que vous me proposiez jusqu'à présent avec vos campagnes de communication, d'affichage, de télévision, etc. » Et ça, c'est assez intéressant. Il y a des exemples qui ont marqué les esprits. Kate Spade qui a lancé un sac en forme de cœur sur un certain nombre de réseaux sociaux avec un vrai travail sur le contenu, un vrai travail sur effectivement l'interactivité de ce contenu et qui a enregistré des ventes absolument incroyables et un niveau de suivi de cette marque qui a été incroyable. Comment est-ce que tu expliques que les Français, est-ce que peut-être tu partages, soient moins en attente d'expériences virtuelles que le reste des consommateurs ? Il y a une culture, alors si on prend le live streaming, on va double-cliquer sur le live streaming quelques secondes, il y a une culture typiquement dans le monde anglo-saxon et aussi en Asie, en particulier au Japon, avec des entreprises comme CVS, du téléshopping, cet ancêtre en fait du live streaming d'une certaine manière,
qui est beaucoup plus développée qu'elle ne l'est en France. En France, on regarde ça avec un peu de condescendance. Lorsque, effectivement, quelqu'un achète via ce canal de téléshopping. Ce qui fait que la translation vers le live streaming se fait de manière un peu moins naturelle. Néanmoins, il y a des entreprises qui innovent. Je pense aux Galeries Lafayette récemment qui a lancé quelque chose de vraiment intéressant. Il y a une nécessité de réinventer ce que signifie ce live streaming et d'apporter un supplément d'âme. Adrien, ça résonne ce que dit Laurent dans ton métier ou dans ton analyse de la situation? Oui, absolument. Nous, ce qu'on a vu en fait sur Pinterest, c'est effectivement un des sommets de trafic et d'engagement sur la plateforme. On a vu effectivement, comme je le disais, une croissance de notre audience de 37%, les recherches ont cru de 60% d'une année sur l'autre, la création de tableaux qui sont des projets en fait de 40%. Donc effectivement, il y a une appétence pour une plateforme comme Pinterest, il y en a d'autres, qui a été très forte. Alors dans un premier temps, ce qu'on a vu sur la plateforme, c'est effectivement rechercher des solutions par rapport à des challenges du quotidien, puisqu'on était dans un environnement qui était inédit. Bien sûr. Donc c'était très tourné autour de la maison et puis autour des activités de la maison. Ça comprenait aussi bien cuisiner 3 fois par jour pour la famille que le home office, que comment est-ce que je fais de la gym à la maison et ainsi de suite. Et puis avec le temps effectivement et la perspective de l'ouverture de ces restrictions, les utilisateurs de Pinterest se sont repris à planifier, à rêver. Donc ce mariage qui a été annulé, le reprogrammer, planifier un voyage, la mode, la beauté explose en ce moment. Donc il y a une envie, un retour à la vie qui s'exprime aujourd'hui fortement, non seulement par des recherches, mais également par des actes d'achat très forts. D'accord. Et on note également cette appétence pour des formats variés et des expériences. On a lancé récemment les épingles ID, qui sont en fait une manière pour les créateurs de contenu de raconter des histoires et de manière beaucoup plus didactique, par exemple. Donc nos utilisateurs sont très en recherche de savoir comment faire quelque chose, comment innover, comment créer un look, par exemple, qui va être le leur. Donc cette notion de personnalisation est très très forte sur la plateforme. Ouais. On a vu la génération Z, par exemple, croître de plus de 50% sur la plateforme, avec une envie de commerce inspiré, puisqu'il y a cette envie de rattraper le temps perdu pendant la pandémie. Je crois qu'on en est tous à peu près là. Ce côté justement personnalisé, c'est aussi ce que tu disais en préparant un petit peu cet échange. C'est quelque chose qui te semble, toi aussi, une nouvelle norme. C'est un mot qu'on devrait ne plus utiliser, mais néanmoins, je l'assume. Oui, en fait, les consommateurs nous disent « connaissez-moi ». Ça peut paraître surprenant à l'heure où les débats sont nombreux à propos des données personnelles qui sont manipulées par un certain nombre d'entreprises. Non, au contraire, ils sont complètement à l'inverse de cette tendance. Ils disent « connaissez-moi, proposez-moi des expériences qui sont extrêmement personnalisées, des contenus qui sont personnalisés également ». Vous parliez tout à l'heure des catalogues et des promotions. Probablement que le législateur va agir en la matière et nous demander de supprimer ces isabales, les imprimés sans adresse pour boîte aux lettres, et de passer à une digitalisation relativement massive du catalogue. Dès lors se pose la question de la personnalisation des promotions. Et on a déjà en fait des algorithmes de l'intelligence artificielle capables d'analyser vos transactions, votre navigation et de vous envoyer des promotions qui sont particulièrement pertinentes par rapport à votre foyer, à la manière dont votre foyer est organisé si vous êtes dans le bricolage, on parle d'habitants, dans le secteur de l'amélioration de l'habitat, ou à la structure de votre foyer, et en fonction de cela, on va vous envoyer des promotions bien ciblées par rapport au nombre de personnes, d'enfants et à l'âge des enfants. Et ce qui va garantir un retour sur investissement marketing qui sera bien plus important que celui qu'on obtient aujourd'hui. Des sociétés comme Relevancy, qui est une filiale du groupe Casino, ont développé des choses relativement uniques en matière de personnalisation de promotion et ont démontré qu'il y avait des retours sur investissement qui étaient extrêmement significatifs. Donc c'est vrai sur cet aspect-là, et puis la personnalisation de la production de contenu. On va vers une inflation... Enfin, on est dans une inflation incroyable du nombre de contenus diffusés sur les réseaux et produits par les marques ou les enseignes. Si je fais un parallèle avec l'industrie automobile, Mercedes, l'année dernière, a annoncé qu'ils avaient produit 2 trillions de contenus uniques. C'est énorme.
C'est juste colossal. Industriel. Et du coup, en fait, on a un mouvement que nous, on constate chez Accenture, on a eu l'ère des digital factory, ensuite on a fait des data factory, maintenant on fait des content factory. Ouais. Et ces content factory utilisent des technologies qui, elles aussi, peuvent faire polémique, puisqu'on parle de deepfake. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que pour industrialiser la production de contenu, on se base sur des ordinateurs, et en l'occurrence, nous, on a acheté les studios d'effets spéciaux qui ont fait les effets spéciaux de Game of Thrones et d'un certain nombre de blockbusters, pour pouvoir produire par des ordinateurs des contenus qui sont extrêmement réalistes à l'échelle. À l'échelle, en les dédupliquant le plus possible pour les différents marchés, mais désormais en les personnalisant également. C'est-à-dire, on revient à la personnalisation. Et on revient à la personnalisation. C'est-à-dire que cette capacité technologique qui est d'origine effectivement du monde du cinéma, nous permet désormais d'envisager effectivement de vous envoyer une photo qui est personnalisée pour vous, ou d'en publier une que vous allez consulter et qui sera extrêmement personnalisée. Peut-être avant de parler, parce que c'est un peu les conséquences de la situation actuelle sur les retailers, la façon dont les retailers ont réagi, cette bascule dans la production des contenus. Si on reste juste sur les consommateurs, est-ce que vous avez un dernier regard sur peut-être notre marché français versus le reste du monde, et sur peut-être, par exemple, Adrien, vous parliez de cette recherche de côté de positivité. Je crois que est-ce que c'est quelque chose qui est particulier à la France et aux Français? C'est pas particulier à la France, en fait. C'est vraiment une nouvelle tendance qui s'est généralisée sur la plateforme, en fait, qui est le reflet de l'incarnation même de Pinterest. En fait, Pinterest, c'est un espace qui est positif, qui est créatif. Vous y allez pour vous, vous y allez pas pour connecter avec vos amis. Oui. C'est un peu votre bulle de créativité, le point de départ de projet. Et je pense que, alors ça a toujours été ça, mais dans un environnement extrêmement contraint, lorsqu'on est chez soi en confinement, je pense que les gens ont compris la différence entre une expérience de réseaux sociaux à proprement parler et une expérience d'inspiration comme Pinterest a à offrir. Donc, c'est un petit peu par ce prisme que la positivité est accrue. Après, ce qu'on voit, c'est effectivement que les thématiques, comme les catégories les plus endémiques, sont les mêmes à travers les pays, mais l'expression de cette idée est éminemment locale. D'accord. Mais ça revient peut-être aussi parce que la personnalisation et le côté positif, c'est un peu auto-centré finalement, c'est un peu aussi le retour on prend un peu soin de soi peut-être après cette période, et ça se traduit dans notre façon de consommer. On parlait de santé juste avant d'entrer sur ce plateau, qui est peut-être une nouvelle clé d'entrée qui sera finalement assez transverse dans les mois, années à venir. Oui, moi j'ai été surpris par les résultats d'une enquête qu'on a menée récemment et où les consommateurs français nous ont dit, pour 76% d'entre eux, lorsque je vais réaliser un achat, un acte d'achat, ma santé va compter, quel que soit le type d'achat. Alors je m'attendais à des réponses de ce type-là pour l'alimentaire, et ça on le comprend avec les mouvements de type Yuka et cette volonté d'être de plus en plus locavore et de consommer de plus en plus bio, etc., etc. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que je m'intéresse effectivement à l'impact que tout objet, toute chose que je souhaite acquérir aura sur ma santé. Donc ça, c'est une réflexion qui a été interprétée d'ailleurs par la distribution notamment nord-américaine, parce que si on regarde l'exemple Walmart a ouvert une quantité de cliniques extrêmement importante, a été le premier centre de vaccination probablement aux États-Unis avec des systèmes de drive pour la vaccination. Oui. Et ne fait pas mystère du fait que le monde de la santé est un monde qui les intéresse énormément, et ils veulent même boucler la boucle en se disant on va développer des centres de sport, des centres de gym pour aller couvrir la totalité en fait du spectre de santé des habitants américains. Donc je les nourris et j'essaye de bien les nourrir. Vous avez entendu en fait un certain nombre de messages de distributeurs français qui utilisent ce même claim, oui. Je veux bien les nourrir. Je les soigne, et puis je fais du préventif aussi, parce qu'ils vont faire du sport chez moi. Ah ouais, d'un bout à l'autre, ça boucle la boucle. Tout à fait, mais je pense que c'est une période dans laquelle les gens se sont sentis probablement très vulnérables, et effectivement ont priorisé la santé. Nous, on le voit tout à fait sur la plateforme, tout ce qui est bien-être, santé mentale, et alors aussi bien sur comment faire, mais vraiment de manière très pratique pour soi et pour sa famille, à exploser sur la plateforme.
Alors vous le disiez tout à l'heure, tous les deux, hein, en parlant d'explosion, c'est la transformation digitale, en tout cas le digital a explosé, la transformation digitale a eu une vitesse assez frénétique, incroyable cette année, et on se demandait comment est-ce qu'on pourrait résumer finalement la seule question qui demeure en la matière, et c'est Laurent qui me l'a soufflé, qui me disait, la question à se poser, c'est est-ce que cette vitesse va rester la même d'après vous? Alors Adrien, est-ce qu'on va continuer à ce rythme-là, à voir et le e-commerce prendre une place exponentielle et des mutations s'opérer autant? Oui, je pense qu'on a fait un saut quantique en e-commerce par nécessité, puisque la seule manière d'acheter des produits était par le e-commerce. Et je pense qu'il y a des nouveaux usages, des nouveaux comportements qui vont rester. Je pense qu'on a fait rentrer plein de gens dans le e-commerce qui peut-être n'y seraient pas allés tout seuls, et à la fois qui ont compris la partie service, convenience qui est là. Après, je pense qu'il ne faut pas opposer effectivement le retail physique au e-commerce. Je pense que, comme le disait Laurent, c'est l'omnicanalité qui est en jeu. Et le magasin a tout à fait un rôle à jouer dans le parcours client, et notamment un rôle encore d'expérience très important. Oui, alors effectivement, l'opposition n'est pas productive. Et en l'occurrence, puisque tu parles des magasins et de l'expérience en magasin, la prochaine vague de digitalisation, celle qui est déjà en train de s'opérer, c'est celle des employés. En 2012, la Harvard Business Review disait « Good jobs are good for retailers », et avait démontré mathématiquement qu'un investissement juste dans les ressources humaines, qui sont sur le carrelage, générait un chiffre d'affaires par mètre carré et une rentabilité du point de vente qui était bien supérieure à celle de ses pairs. C'est vrai pour Trader Joe, l'exemple américain, c'est vrai pour Mercadona, plus proche de chez nous en Espagne, qui ont mené des politiques très velléitaires en la matière. Et désormais, on équipe ces personnels avec des moyens digitaux. Désormais, on s'occupe de ces personnels en leur proposant des expériences dans leur vie d'employé qui sont éminemment digitalisées. Donc il y a aussi cette vague-là qu'il s'agit de prendre en compte, parce qu'on se rend compte également que les personnels sont des acteurs de vente, de propositions d'histoire, dans la logique du storytelling, qui sont éminemment importants. Et ils créent le contact humain. C'est les meilleures cartes de fidélité qui puissent exister. Les cartes de fidélité sont relativement has-been, j'ai envie de dire, pour la plupart des programmes de fidélité qui existent aujourd'hui. La meilleure fidélité, c'est la connexion neurologique ou sensible entre deux individus. Et c'est vrai pour les poissonniers, les bouchers, tout ça, ça paraît évident. Mais c'est applicable à quasiment toute la corporation des vendeurs en point de vente. Et donc, du coup, ça reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure sur les fabriques de contenu, les content factories, oui. Et sur la façon dont on va aujourd'hui storyteller, dont les retailers ont réagi aussi, peut-être en changeant leur façon de communiquer. Toi, tu le fais un peu depuis toujours, parce que c'est le propre de Pinterest, en effet, d'être dans cette narration. Mais est-ce que tu sens, toi, par exemple, que les retailers comme les commerçants commencent à mieux maîtriser cette façon de créer du lien et de la connexion neurologique à distance? Ouais, je pense qu'on est encore au début. Et nous, on a surtout vu des commerçants qui étaient un peu perdus dans cette phase et qui essayaient de comprendre, en fait, quels sont les nouveaux comportements de consommateurs, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va rester. Du coup, on essaie de les aider de différentes manières. D'une part, avec des insights conso qui sont quand même de l'or aujourd'hui. Et il y a en fait quelque chose qui est assez unique sur Pinterest, qui est que vous venez sur Pinterest pour préparer l'avenir, dans une logique de planification, de productivité. Et du coup, tous les signaux que nous avons, notamment les recherches en fait, des utilisateurs sur la plateforme, sont en fait autant d'indicateurs d'insights prédictifs. Ouais. Et du coup, on a exploité effectivement ces insights pour pouvoir guider en fait, les commerçants à travers cette phase très complexe, pour qu'ils puissent savoir quel produit, quel consommateur, comment personnaliser, dans quel degré, qu'est-ce que veut dire la RSE et autres. Les signaux faibles et les signes forts. Exactement, pour en fait leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des attentes des utilisateurs finaux, et puis de manière ultime leur donner une rapidité d'exécution, en fait, un time to market qui soit avantageux. Et je pense qu'il y a également une autre thématique sur laquelle on essaie de les aider, qui est ce que tu disais sur le contenu. En fait, on voit beaucoup de commerçants qui, jusqu'à présent, vendaient des produits. Et ce qu'on essaye de les aider à faire, c'est vendre de l'inspiration, ou en tout cas investir ce territoire dans lequel ils n'ont pas été très présents historiquement. Et du coup, quelle stratégie de contenu? Comment est-ce que je pense produit par rapport à des scènes? Comment est-ce que, dans un parcours utilisateur, je fais découvrir mes produits, mais avec un point d'entrée qui est une scène, une atmosphère?
Ça, c'est un travail vraiment d'un accompagnement fort. Et on travaille avec ces commerçants sur différents piliers. C'est quel est l'insight conso, quelle est la créa qui va pouvoir répondre, ou l'enchaînement des créas, quelle stratégie média et quelle mesure de l'efficacité ensuite pour mesurer l'impact. Laurent, qu'est-ce que tu veux réagir par rapport à ça? Alors, sur la nécessité de créer des histoires sur la base d'insight conso, il y a quand même des phénomènes relativement intéressants. Auparavant, dans le secteur de la mode, on faisait ce qu'on appelait des shopping trips, c'est-à-dire que c'était la partie un peu glamour en fait du secteur de la mode. On faisait le tour du monde, on achetait des vêtements, on les découpait, on les mettait sur un panneau en liège qui était sur le mur, qu'on appelle un mood board, une planche d'inspiration, et puis on essayait de les reclasser, on créait des univers, etc. Comment est-ce qu'on procède aujourd'hui? Et pensez aux très grandes chaînes de mode internationales qui ont pignon sur rue dans la plupart de nos villes. Eh bien, ils aspirent l'ensemble du contenu qui est posté sur les différents réseaux. Ils analysent via des algorithmes assez sophistiqués les coupes, les couleurs et même les matières parfois. Ils découpent en fait effectivement les silhouettes qui correspondent à ces photos en disant il y a des pièces de haut, des pièces de bas, et ils alimentent le mood board de manière totalement digitale. C'est vrai dans la mode. Et alors, plus surprenant, récemment, j'ai vu un exemple très concret dans l'alimentaire. C'est-à-dire qu'on aspire tous les contenus qui correspondent aux recettes qui ont été concoctées pendant cette pandémie à la maison. Et on les reclasse et on se pose la question de savoir si on offre les bons produits en fait, dans nos supermarchés. Et ça, c'est complètement digitalisé. Donc quand on parlait d'accélération de la digitalisation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un phénomène lactimal aussi. C'est-à-dire que ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et il y a une volonté de ces entreprises de se digitaliser à grande vitesse. On parlait d'accélération et de digital, il y a encore un peu plus tôt d'expérience. Est-ce qu'on peut parler d'une amélioration notable de l'expérience en ligne, justement? Est-ce que ça a suivi la même courbe, d'après vous? Adrien, je sais, puisque du coup, tu nous l'as déjà un petit peu dit en intro, toi, tu penses qu'il y a quand même encore une belle marge de progression? Oui, je pense qu'elle est perfectible. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le e-commerce continue à se développer et je pense qu'il y a des avantages avérés à la technologie. On peut aujourd'hui avoir des shortlists de produits sur la base de certains critères d'attributs ou de filtres. On peut facilement avoir accès à des avis, on peut comparer des produits. Mais je pense que l'expérience est encore perfectible dans le domaine de l'inspiration. Je pense qu'on a encore aujourd'hui trop de commerçants qui vendent des produits, pas assez de commerçants qui vendent de l'inspiration. Donc on travaille aussi bien avec les grands groupes qu'avec des plus petites entreprises pour les aider effectivement à définir des stratégies de contenu, à définir du storytelling et ensuite aider ces consommateurs, ces utilisateurs à passer de ces possibilités, de ces idées d'inspiration à l'identification de produits et à l'acte d'achat. Laurent, est-ce que tu vois beaucoup de points de friction encore, toi? Oui, mais alors on peut en citer quelques-uns. Donc, c'est vrai sur l'inspiration et c'est vrai sur la capacité à développer un storytelling qui soit consistant au niveau d'une marque pour pouvoir la positionner ou en tout cas établir son identité singulière. Mais il y a aussi des choses qui, dans notre vie quotidienne, nous rebutent complètement. Aller faire ses courses alimentaires sur un site alimentaire, quel qu'il soit, pardon, c'est chiant. Oui. C'est-à-dire qu'on déroule des milliers de produits, des centaines de produits, et cette expérience-là, il va falloir qu'on la réinvente, parce que c'est pas possible de demander aux individus, aux consommateurs, de passer par le truchement de cette navigation un peu pénible. Aller faire ses courses alimentaires, de toute façon, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus... Mais ça ne devrait pas être le cas. Non, mais ça ne devrait pas être le cas. Et on devrait être en capacité, soit de gérer des abonnements, etc., pour les produits qu'on appelle fonds de placard, et aller dans un magasin extrêmement expérientiel, où j'y ai du contact humain, etc., pour des produits frais ou des produits élaborés. Ou partir de la recette. Ou partir de la recette. Par un plat, la recette, et acheter les produits ensuite pour réaliser cette recette. On a vu, le nom m'échappe, mais il y a d'ailleurs un système d'abonnement. Beaucoup de mères de famille se sont abonnées, je pense, cette année à cette solution qui permet d'avoir pour une semaine à peu près tout dans son frigo pour pouvoir mettre à l'œuvre et nourrir sa famille. Donc il y a quand même vraiment des choses qui sont en train de changer très fortement. 2,5% de part de marché a priori, en fait, les box. 2,5 2,5% de part de marché a priori, d'après les dernières estimations qu'on a faites. C'est colossal. Vous êtes abonné? Non.
Mauvais panel. En tout cas, il y a une chose pour en venir donc, au futur, peut-être, et quelque chose de plus prospectif, qui est à peu près, met tout le monde d'accord, c'est la place de la RSE. Ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que le futur donc, du shopping sera vraiment drivé par la RSE, et si oui, quel sera le prochain, qui donnera le prochain accélérateur? Est-ce que ce sera la Gen Z? On a commencé à en parler. Est-ce que ce sera la finance? On en parlait aussi dans le sommaire. J'aimerais bien avoir vos points de vue là-dessus. Celui qui veut commence. Mais je crois que la finance a un rôle extrêmement important à jouer, c'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, on a beaucoup prêché dans le désert et on a fait pas mal de greenwashing, si on se regarde dans un miroir. Mais les analystes financiers, et notamment si on prend un grand groupe comme BlackRock, ont clairement déterminé que les entreprises qui étaient les plus sincères dans leurs engagements ESG ou RSE, peu importe comment on les appelle, ont les résultats qui, sur la durée, sont les plus en croissance et ont des caractéristiques d'entreprise extrêmement saines. Et dès lors, ils ont annoncé publiquement qu'ils allaient délister un certain nombre d'entreprises qui ne répondent pas aux critères ESG ou RSE, qui sont les leurs. Et donc, fatalement, quand on est délisté de BlackRock, on a un impact sur son cours de bourse. Et à ce moment-là, on agit. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique, il y a une énergie qui finalement vient de la finance. Et cette énergie, elle est beaucoup plus forte que quelques convictions individuelles qui peuvent être celles des dirigeants des grandes entreprises. Oui, parce que sinon, les convictions individuelles qui sont celles de la société et des générations qui viennent et qui poussent quand même assez fortement, elles peuvent aussi être... Ah oui, mais il y a une figure de ciseau, c'est clair. C'est-à-dire que là, les consommateurs disent majoritairement je vais continuer, et je crois que j'ai une petite statistique là-dessus, c'est 46% d'entre eux disent je vais maintenir, voire accroître mon rythme de consommation locale. Donc la structure de mon panier, effectivement, avec des produits locaux, c'est une tendance qui est lourde et je vais continuer à la pousser. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et puis, la volonté des consommateurs au niveau international et en France également, de se reconnaître dans les valeurs de l'entreprise, dans les valeurs qu'elle promeut en matière de responsabilité sociale et de responsabilité environnementale, n'a jamais été aussi forte. Donc il y a cette figure de l'étau, c'est-à-dire que la finance appuie très très fort en disant écoutez, moi je ne vais pas investir chez vous si vous n'êtes pas au niveau des critères ESG que je souhaite. Et puis de l'autre côté, il y a les consommateurs qui disent moi je vais voter avec mes pieds, de toute façon, comme d'habitude, et comptez sur moi pour ne pas vous donner mon vote. Qu'est-ce que disent vos consommateurs? Vous avez mené une étude, vous, sur le sujet, justement. Nous, on le voit par le prisme consommateur, effectivement, et on voit que 8 utilisateurs en fait, sur 10 nous disent avoir amélioré leur comportement durable, responsable pendant cette crise. Alors je pense que c'est assez dicté par effectivement notre vie dans cette période contrainte. Je pense qu'on était, lorsqu'on était en confinement, on était plus conscient de sa consommation, effectivement de la déperdition aussi des choses. On a une grosse attente vers les hobbies d'extérieur, l'environnement, une plus grande conscience, et puis la réalisation aussi de l'impact sur le changement climatique à un niveau encore plus macro. Donc c'est un petit peu à ça qu'on attribue cet engouement. Mais ce qu'on voit sur Pinterest en particulier, effectivement, on a 20% de nos utilisateurs qui disent que c'est une affaire personnelle, le développement durable, et 15% qui nous disent effectivement vouloir prendre action. Donc beaucoup plus que dans notre étude par rapport à des utilisateurs d'autres plateformes. Donc c'est un autre axe de collaboration d'ailleurs avec les commerçants et avec les marques, c'est comment les aider effectivement à répondre à ces attentes de développement durable, comment est-ce qu'elles se manifestent effectivement sur la plateforme et comment est-ce que les marques peuvent être découvertes par le prisme des intérêts des utilisateurs sur cette thématique. Mais vous, directement, quelque part, quand Laurent dit demain, les consommateurs ou en tout cas les citoyens vont choisir les marques, mais vont choisir peut-être les plateformes, comment est-ce que vous engagez, vous faites un pas en direction de cette attente? Alors, elle se décline par les stratégies des marques sur la plateforme, mais on a aussi des actions délibérées. On a par exemple récemment fait un partenariat avec Brut, le média, pour montrer des exemples de personnes qui agissent pour la planète et donc qui, de manière très concrète, à travers leurs expériences, effectivement, ont un impact positif.
Donc ça, on en revient à l'inspiration, mais une inspiration pour le coup presque sociologique. C'est ça, c'est un choix éditorial aussi de promouvoir de manière plus active, plus délibérée, effectivement des rôles modèles, mais qui soient des gens comme vous et moi, mais qui ont un impact par leurs actions très tangibles. Donc on sent une grande appétence de la part de nos utilisateurs pour ce type d'inspiration. Et pour en revenir du coup à l'inspiration, qui est le sujet qui vous anime au quotidien, est-ce que vous pensez que les retailers aujourd'hui, hors accélération à venir, ont bien les codes nécessaires, ont bien saisi la façon de faire? Je pense qu'on en est encore au tout début. On a fait une étude avec Comscore qui montrait que seulement 4 utilisateurs sur 10 étaient satisfaits de leur expérience de shopping en ligne par rapport au shopping physique. Donc on voit bien que les commerçants, dans toute leur pluralité, en fait, ont encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir répondre à cette aspiration forte des individus d'avoir des expériences de shopping inspirées. Et c'est vraiment ce à quoi on s'attache sur la plateforme Pinterest, c'est à ne pas fragmenter, mais à intégrer effectivement et à offrir une expérience qui soit inspirée, qui soit fluide et intégrée de l'inspiration à l'acte d'achat. Et Mastodonte versus Jeune Pousse, qui part le mieux armé? Alors je pense que tout le monde a son opportunité. Nous, effectivement, on a aussi bien travaillé avec les plus grands groupes français pour les aider dans leur transformation et leur transition digitale. Mais je parlais tout à l'heure du partenariat avec Shopify que nous avons étendu à 27 pays, y compris la France. Ça, c'est une opportunité pour des TPE et des PME de pouvoir créer une boutique en ligne sur Pinterest et d'activer sur cette opportunité aussi rapidement. Et ça nous tenait particulièrement à cœur parce qu'effectivement, ces TPE et PME n'ont pas les moyens des grands groupes et donc des plateformes comme Pinterest peuvent les aider à être découvertes par le biais de notre technologie en réponse à des besoins et des attentes consommateurs. Laurent, peut-être pas forcément sur le chapitre Mastodonte contre Jeune Pousse, mais on a beaucoup parlé de l'essor des DTC, des marques en direct to consumer et de la place qu'elles prenaient peut-être aux retailers. Un mot là-dessus, votre point de vue sur... Ça fait des décades en fait qu'on discute avec un certain nombre de marques en leur disant quelles pourraient être pour vous les opportunités d'aller vendre directement aux consommateurs, parce qu'en fait il vous manque des choses qui sont assez essentielles, qui sont les données, parce qu'il y a un filtre qui ne me permet pas d'accéder a priori aux données transactionnelles et même attitudinales du shopper. Donc oui, il y a un mouvement DTC, c'est-à-dire il y a une vraie velléité en fait des marques qui, sur le côté d'ailleurs production de contenu, storytelling, sont plus en avance que les distributeurs. Ouais. C'est plus dans leur ADN et elles ont beaucoup travaillé sur justement la création de Content Factory. Oui, mais ça ne prend pas forcément la forme d'un magasin physique. On n'aura pas un magasin Procter & Gamble au coin de la rue prochainement, en tout cas pas que je sache. Mais définitivement, par le développement de canaux effectivement directs, digitaux, des interactions via Pinterest et un certain nombre d'autres moyens, et il y a une vraie stratégie affirmée en fait de ces marques d'embrasser ces canaux. Si on prend une marque très célèbre en France qui s'appelle Seb, en Chine, je crois qu'ils sont à plus de 50% en fait de leurs ventes qui sont en direct, en ne passant pas par le truchement de distributeurs physiques. Ouais. Donc c'est quand même des signaux qui sont intéressants. Des signaux forts, oui. Et puis il y a des nouvelles formes. On parlait des nouvelles formes de commerce tout à l'heure. Je travaille actuellement sur le vrac. Sur le phénomène du vrac, et en particulier sur les détergents et les produits d'hygiène. Et en fait, on transporte essentiellement de l'eau, en fait, quand on vend des détergents ou des produits d'hygiène, du shampoing ou du gel douche. Et donc, quand on visite un supermarché, on a quoi? On a des boîtes de plastique, enfin un alignement de plastique, ouais, dans lequel il y a 98% d'eau et 2% de matière active. Il y a peut-être des questions à se poser et on envisage donc évidemment de vendre du solide avec moins de plastique ou avec du plastique réutilisable, c'est-à-dire avec des contenants qu'on amène, mais également pour certaines populations peut-être de nouer des partenariats avec des entreprises qui font du service à domicile, parce que finalement on pourrait avoir un système qui ressemble au système que l'on trouve dans les hôtels, c'est-à-dire des gens qui
remplissent, Du réassort. Ouais. qui rassortissent exactement les produits de base, les shampoings, les gels douche, la lessive, que sais-je encore. Au-delà des phénomènes d'abonnement, on a vu ces lessives qui sont livrées dans votre boîte aux lettres, qui sont d'autres modes de distribution, avec effectivement plutôt du concentré que du transport de 98% d'eau. Donc cette volonté d'imprimer ce mouvement de responsabilité sociale et environnementale a des traductions concrètes en matière de design de produits et probablement également de services à un moment donné. Et je pense qu'être en capacité de le raconter, de développer le storytelling, de l'inspirer, c'est un acte fondateur pour faire en sorte que ces bonnes pratiques croissent significativement dans notre société. Il n'y a plus qu'à espérer. Mais vous n'avez plus qu'à nous inspirer. On y travaille. On y travaille. On va continuer d'ailleurs cette semaine à en entendre parler sur CB News, puisque Adrien le disait, jeudi, il y a une masterclass, un atelier qui sera proposé par Pinterest pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que fonctionnent les nouvelles fonctionnalités dont vous parliez. Donc ce sera l'occasion, Laurent, d'améliorer un petit peu votre connaissance de l'outil si demain vous voulez vous lancer aussi en DTC, puisque vous l'avez dit, il y a quand même un marché assez colossal, qui s'ouvre. En résumé de ces 40 minutes, à peu près 35 minutes de discussion, le futur du shopping, si on faisait des hashtags, puisque c'est le vocabulaire de Pinterest, on mettrait quoi en hashtag? Alors on mettrait qui veut jouer? Hashtag shopping inspiré. Hashtag shopping inspiré. Hashtag oser. Hashtag oser. Et bien hashtag au revoir. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir écoutés. Si jamais vous avez encore 2 minutes, on a un petit formulaire en ligne qui nous permettrait de savoir si vous avez apprécié cet échange et comment améliorer l'expérience de notre prochain échange, puisque c'est le sujet des journalistes comme de tous. Et si vous souhaitez être contacté par les équipes de Pinterest, vous avez aussi l'occasion de le demander. Très bonne journée, à bientôt. Merci Adrien. Merci. Et merci Laurent. Merci.